Cléa, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler nuisibles et plus particulièrement thrips et acariens. Dans la seconde partie de cette vidéo, je partagerai avec vous quelques petites méthodes, petits conseils qui sont faciles à mettre en place pour prévenir et contrôler leur arrivée et leur présence sur vos plantes, et le tout sans forcément avoir besoin d'un humidificateur. On va un petit peu revoir qui ils sont. C'est plus facile de combattre ses ennemis quand on sait de qui il s'agit. On va commencer avec les acariens qui eux ont un corps plutôt rond, plus communément appelés aussi araignées rouges de par de l'une de leurs couleurs. Oui, je dis l'une de leurs couleurs parce qu'ils peuvent également être jaunes, orangés ou bruns. Pour les thrips, alors petite parenthèse, ceci n'est bien évidemment pas un thrips, mais je n'ai malheureusement pas pu trouver une image assez nette et pouvant être exploitée. Du coup, j'ai trouvé cette illustration de cet insecte fin et elle est assez bizarre, au regard très diabolique, et je me suis dit que ça faisait une bonne représentation de l'idée qu'on se fait de ces fameux thrips. Ils nous font assez peur, donc voilà. Mais pas de panique, on va tout de suite voir ensemble à quoi ils ressemblent. Pour les adultes, ils seront plutôt noirs ou brun foncé, avec un corps plus allongé ici qui se finira un peu en pointe à son extrémité. Vous pouvez aussi remarquer un petit reflet argenté sur leur dos et une certaine surbrillance. La surbrillance, ce sera la présence de leurs petites ailes. Ça, c'est pour les adultes. Alors, en ce qui concerne les larves et les jeunes, enfin surtout les jeunes thrips, au niveau de la forme, pour vous représenter ça, on va dire ce sera un peu plutôt la forme d'un grain de riz, voilà, mais en beaucoup plus petit évidemment. Et eux, ils seront plutôt blancs ou jaune crème. Alors, ce sont tous les deux des insectes piqueurs-suceurs qui vont entraîner pas mal de dégâts esthétiques à nos plantes. En acarien, on va pouvoir observer de fines toiles, comme des toiles d'araignée en fait, entre les feuilles ou sous les feuilles. Et pour les thrips, vous allez pouvoir observer souvent sur le revers plutôt des feuilles des petits points noirs. Et ça, c'est tout simplement les sécrétions des thrips. À la base, elles sont rouges et elles s'oxydent, je vais dire ça comme ça, et du coup elles deviennent noires, un petit peu semblable, je dirais, à des excréments de mouches. Donc voilà, ça c'est un signe également de présence de thrips sur votre plante. Au-delà des dégâts physiques, on va pouvoir constater aussi un ralentissement de la croissance de la plante, et dans les cas d'infestation les plus avancés, on va vraiment assister à une réelle dégradation générale et très conséquente de la plante. Voilà. Nous voilà arrivés à la seconde partie de la vidéo, celle qui je pense vous intéressera le plus. Comment arriver à prévenir et contrôler la présence ou même l'arrivée de ces deux nuisibles à la maison. Alors ce sont vraiment des petites méthodes, des petits conseils que j'ai mis en place moi-même ici et qui fonctionnent véritablement bien si on est suffisamment assidu. J'avais envie de partager avec vous des choses faciles à mettre en place et qui sont valables même lorsque l'on n'a pas d'humidificateur à la maison, comme c'est mon cas. Le petit appareil que vous voyez là, comme vous vous en doutez, c'est tout simplement un diffuseur d'huile essentielle. J'ai voulu tester pour voir si ce type de petit diffuseur augmentait véritablement, en tout cas dans un rayon très limité, très proche, l'humidité ambiante, et ça a été un flop. Voilà, ça n'a pas du tout augmenté l'humidité ambiante proche. Mais bon, ce n'est pas grave, il est vraiment très joli, c'est pour ça que je l'ai laissé là sur la plantagère, et il a simplement une autre fonction que pour les plantes. Ces conseils sont également valables donc si vous n'avez pas d'humidificateur, mais aussi si vous avez une maison avec un air ambiant relativement sec, comme c'est également le cas pour moi. Donc je vais vous montrer ça tout de suite.
Donc voilà, je vous présente mon magnifique appareil vintage, vieux de la vieille, on est bien d'accord, mais il fait très bien son travail et c'est ce que je lui demande. Donc voilà, c'est un petit appareil que j'avais acheté à l'époque dans un magasin de bricolage pour pas très cher. Il a dû me coûter entre 10 et 20 euros. Donc voilà, il fonctionne à pile et il fait la température et l'humidité. Donc comme vous pouvez le voir en ce moment même, je suis à 39% d'humidité et encore c'est parce qu'il pleut dehors. Voilà, il y a un orage, il pleut beaucoup. Donc là j'ai toujours le taux qui augmente quand même un petit peu. En général je me situe entre 30 et 35% seulement d'humidité, c'est-à-dire rien que dalle, nada, hein, voilà, c'est pas du tout suffisant. Et le plus que j'ai eu, ça a été 42%. Ce jour-là, j'ai fait péter la bouteille de champagne, j'étais jamais montée aussi haut. Donc voilà, on va passer tout de suite du coup aux petits conseils. Donc on commence avec le premier qui est pour moi l'un des deux conseils les plus importants de tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Ça va être de venir faire des traitements préventifs au savon noir sur vos plantes. Je sais qu'on parle beaucoup du savon noir pour une utilisation curative, donc lorsqu'il y a déjà présence de ces fameux nuisibles sur les plantes. Mais voilà, personnellement, je pars du principe que je préfère prévenir que guérir et les traitements préventifs au savon noir, véritablement, je n'en suis pas déçue. Ça fonctionne très bien. Alors rien de plus simple, de l'eau, du savon noir, voilà. Pour 1 litre d'eau, personnellement, je mets 4 bonnes grosses cuillères à café de savon noir liquide. Je vous mets une petite vidéo ici, donc je traite la plante, je laisse agir et ensuite je viens bien rincer le feuillage. Ce sont des traitements préventifs que vous pouvez faire à raison de 1 fois par semaine pour les plantes qui le supportent. Pour les plantes un peu plus délicates qui vont avoir du mal à supporter ce type de fréquence de traitement, je vous conseillerais plutôt d'espacer à 1 fois tous les 15 jours, voire même 1 fois toutes les 3 semaines. Pour les cactus, j'ai jamais fait sur des cactus et je pense que ce n'est pas nécessaire pour ce type de plante-là. Je n'ai pas testé non plus sur ce qui était Bégonia Rex, pour être précise, ainsi que les Tradescantia, je n'ai pas testé ce type de traitement. Voilà, comme ça vous le savez. Et pour les autres plantes, je vous invite à tester par vous-même. Elles vont vous parler, elles vont vous montrer si quelque chose leur déplaît. J'ai eu le cas avec l'Alocasia Pink Dragon et ma Silver Dragon également, qui ne supportaient pas cette fréquence-là de traitement. Elles avaient commencé à attraper chacune sur une des feuilles des petites taches brunâtres avec un petit halo un peu jaune autour, c'est quelque chose d'assez typique d'un développement de champignons. Donc voilà, j'ai tout de suite compris et espacé du coup à 1 fois tous les 15 jours, 1 fois toutes les 3 semaines. Et là, il n'y a plus aucun souci sur leurs feuilles. Donc voilà, je vous invite véritablement à tester par vous-même et à voir un petit peu chez vous ce qui convient à vos petites beautés vertes. Pour le deuxième conseil que je vais vous donner, ce sera de checker en période aussi un peu à risque comme ça, checker beaucoup plus souvent encore le feuillage de vos plantes, surtout le revers, pour pouvoir déceler le plus rapidement possible un début d'attaque, un début d'infestation. Voilà, donc je me doute que pour des personnes qui ont des grosses collections de 200-300 plantes, ça risque d'être assez compliqué, je pense, de vérifier le feuillage de leurs plantes chaque jour, voire même tous les 2 jours. Du coup, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est de venir étaler sur la semaine. Un jour, vous vous occupez des plantes dans la cuisine, l'autre jour dans les plantes du salon. Le but, c'est vraiment de venir contrôler beaucoup plus souvent. Alors, pour les périodes, ce que moi j'appelle période à risque, ça va être les périodes de... là où les nuisibles vont être le plus présents. Pour les acariens, ça va être principalement l'été et l'hiver. Pour les thrips, en théorie, ce serait à partir de mi-printemps à fin printemps jusqu'à fin d'été, début d'automne. Mais ça, c'est dans la théorie. Car les thrips
tout comme les acariens d'ailleurs. Il leur suffit simplement d'avoir l'environnement adéquat, un environnement favorable pour pouvoir se développer, se reproduire et ainsi de suite. Donc soyez vigilants avec la météo chez vous. Si on est début du printemps et que vous voyez que les températures dépassent quand même assez bien les 20 degrés, qu'il fait très chaud et sec, voilà. Plus de vigilance du coup à ce moment-là. Et en hiver, pareil. Et là, ça va être le chauffage de nos intérieurs qui pose cet éternel problème, donc qui assèche pas mal l'air de nos maisons. Donc là aussi, il faudra être vigilant pour les trips également. Ensuite, pour le troisième conseil que je pourrais vous donner, ça va être de venir doucher le feuillage de vos plantes. Donc là, je parle juste vraiment de doucher le feuillage sans toucher au terreau. Vous pouvez le faire sous la douche avec la pommette. La pommette, non. Avec, oui, nous en Belgique on dit pommeau de douche et vous, je pense en France que vous dites douchette. Enfin, ouais, j'ai fait l'accumulation des deux, j'ai bafouillé comme d'habitude. Donc avec le pommeau de douche ou la douchette. Vous pouvez aussi très bien le faire avec un vaporisateur, plus communément appelé le pchut-pchut. Ça fonctionne aussi, là il faut bien mouiller le feuillage. Ou si vous avez un extérieur avec le tuyau d'arrosage, pourquoi pas, en mettant le position là sur jet d'eau bien évidemment pour ne pas risquer de casser ou abîmer tiges et feuilles sur vos plantes. Vous pouvez profiter justement des traitements préventifs pour venir doucher. Puisque le traitement préventif, il va falloir le rincer, ben, ça va être le bon moment, voilà, pour pratiquer le douchage du feuillage. Personnellement, c'est ce que je fais. Pour le quatrième conseil, et le voilà le second conseil le plus important à mon sens en tout cas, ça va être de mettre systématiquement toutes les nouvelles arrivées en quarantaine. C'est une petite habitude à prendre au départ, mais une petite habitude qui devient très vite un automatisme. Et voilà, pour moi en guise de prévention, c'est vraiment très important parce qu'on ne sait jamais, que ce soit des plantes que vous avez achetées vous-même et potentiellement déjà checkées en jardinerie, pépinière, chez la fleuriste. Voilà, ça peut arriver qu'on check sur place, mais qu'une fois arrivé à la maison, eh bien, voilà, il y avait quand même une infestation qu'on n'a pas forcément vue lors de l'achat. Donc, voilà. Que ce soit ça, que ce soit des plantes qu'on vous a offertes, voire même les boutures que vous recevrez éventuellement lors des différents trocs et échanges de boutures avec d'autres passionnés. Là aussi, n'oubliez pas de les mettre en quarantaine. Comment je fais pour mettre en quarantaine? Il y a plusieurs solutions. Soit vous avez une pièce suffisamment lumineuse, voilà, un environnement adéquat aux plantes, mais que vous n'avez pas beaucoup de plantes dans cette pièce-là, voire pas du tout. Bien voilà, vous pouvez vous servir de cette pièce-là pour mettre les nouvelles arrivées en quarantaine. Vous pouvez aussi regrouper les nouvelles arrivées dans un petit coin suffisamment éloigné. Je l'ai déjà fait par exemple ici sur ma table de salle à manger. J'avais mis les nouvelles arrivées juste au milieu de la table, comme ça elles étaient éloignées du reste et il y avait beaucoup moins de risque de venir infester du coup les plantes qui étaient déjà à la maison. Pour les boutures, j'ai un coin spécial dans ma cuisine et donc du coup toutes les nouvelles boutures qui arrivent à la maison passent aussi par cette transition, cette quarantaine, et là je vais vraiment réserver une petite serre uniquement pour elles. Personnellement, la mise en quarantaine, je le fais 15 jours, ensuite pour laisser aussi le temps qu'elles s'habituent à la maison, et ensuite je viens faire un traitement préventif, donc la plante reste encore une semaine de plus à cette place-là en quarantaine, et c'est seulement après que je vais les intégrer aux autres avec leurs petites copines vertes et colorées. Ensuite, le cinquième conseil que je peux vous donner, ce sera de privilégier à certaines périodes l'arrosage par bassinage. Alors l'arrosage par bassinage, c'est ce que je vous montre ici sur la petite vidéo. C'est comme le douchage au fait du feuillage, sauf que c'est un arrosage à part entière. Vous allez venir aussi mouiller le terreau. Alors attention quand même à ne pas trop gorger le terreau d'eau, il ne s'agit pas de venir le détremper non plus. Vous arrosez au fait normalement comme vous arroserez
votre plante en temps normal avec votre arrosoir, sauf que là, vous venez englober toute la plante, feuillage compris. Ça va leur faire du bien, surtout en période caniculaire. Personnellement, voilà, je privilégie ce type d'arrosage-là en été, lorsqu'il fait très chaud. Ça va vraiment faire du bien à la plante et en même temps, ça va repousser les nuisibles car ils détestent l'humidité et ils détestent être mouillés. Un dernier conseil que j'ai à vous donner, une petite astuce, on n'y pense pas toujours, mais essayez au moins en période estivale, évitez de ramener des fleurs de votre jardin, votre balcon, votre terrasse à la maison. Je vous mets une petite vidéo ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est une petite vidéo que j'avais fait en story Instagram pour montrer la quantité énorme de jeunes trips qu'il y avait dans une seule rose. C'est une des roses de mon jardin et elle était mais infestée de jeunes trips. Comme quoi, voilà, on n'y pense pas forcément, mais c'est quelque chose aussi à laquelle je fais attention. Maintenant, je vous avoue que j'aime aussi de temps en temps avoir un joli bouquet de fleurs à la maison. Ça change, c'est de la couleur, c'est du parfum, ça sent tellement bon quand on se lève le matin et que voilà, on prend son café et puis qu'on a un joli bouquet de fleurs comme ça qui donne un peu de peps, c'est super beau et voilà, ça fait super plaisir. Mais voilà, il faut savoir que il faut y penser qu'il y a potentiellement des nuisibles sur les fleurs aussi et qu'il va falloir faire attention à ça. Donc soit vous ne le faites pas du tout, soit si vous avez vraiment envie de vous faire un joli bouquet, eh bien n'hésitez pas à bien checker les fleurs. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas ramener des nuisibles à la maison et de risquer de venir infester vos autres plantes. Et bien voilà, c'est terminé du coup pour cette vidéo, pour ces petits conseils, ces petites méthodes à mettre en place qui j'espère vous seront utiles. J'espère également que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pareil, si vous avez des critiques constructives, des avis, des suggestions, n'hésitez vraiment pas, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis, n'hésitez vraiment pas à le mettre en commentaire parce que c'est ça qui va vraiment m'aider à m'améliorer et à avancer. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous fais plein de bisous green et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.